Le réseau Santé Solidarité Lille Métropole, fondé en 2005, est né de la volonté commune de 9 membres fondateurs d'organiser la prise en charge médico-psychosociale des personnes en situation de précarité. Engager une démarche de soins, mener un parcours de santé coordonné, pour ces personnes c'est compliqué, d'autant plus dans la médecine de ville. C'est pour ça que ces 9 membres fondateurs se sont fédérés, réunis autour de valeurs communes, qui sont de refuser que la précarité soit un facteur excluant de notre système de santé, donner des soins sans discrimination et placer la personne au cœur de ses préoccupations de santé. Financée par l'Agence régionale de santé, cette organisation va permettre de mettre en synergie les compétences de chacun, afin dans un premier temps d'amener aux soins les patients trop éloignés du système de droit commun ou ceux présentant un défaut de couverture sociale, et dans un second temps de coordonner leur parcours de soins. Donc le réseau va nous permettre d'être vraiment beaucoup plus efficace et efficient dans la prise en charge. Le réseau, il va permettre aussi cette fameuse continuité des soins dont on parle dans toutes les instances, mais qui est peut-être pour monsieur ou madame lambda pose parfois problème, mais alors pour ces personnes qui parfois, leur seul bien aujourd'hui, c'est un sac plastique ou c'est un mini sac à dos. Donc tout ce qui est données médicales, ils ne l'ont plus en leur possession. Allez, à bientôt. Au niveau du SAMU social, donc il y a ce qu'on différencie le travail de rue et ce qu'on appelle les écoutants. Donc c'est les personnes lambda qui peuvent très bien téléphoner ou les personnes à la rue qui font le 115 donc de manière gratuite dans n'importe quelle cabine téléphonique. Après, en fonction des demandes des personnes qui sont au téléphone ou d'une personne lambda qui signale que voilà, il y a un monsieur à tel endroit qui paraît être en difficulté, c'est relayé à l'équipe de rue. Donc tous les matins, il y a une coordination qui est faite avec l'équipe du SAMU social et l'équipe de Diogène. Ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Ça permet de savoir ce qui est à faire dans la journée, les différentes prises en charge médicales pour l'infirmier qui est sur l'équipe de la CMAO. Et en fonction de ça et en fonction des demandes de l'équipe de la CMAO, donc les équipes éducatives, il y a une première approche qui est faite de leur part. S'ils jugent que ce patient présente des troubles, nous à ce moment-là on est interpellés et à partir de là, on va avec l'éducateur à la rue faire cette évaluation-là, puisque la mission de Diogène, c'est aussi d'orienter les gens. Et au pire après, c'est de refaire le tour et de partir du côté de... Les équipes de Maraude vont me solliciter sur des situations médicales et je vais être le premier personnel médical ou paramédical à rencontrer la personne, à essayer d'établir un diagnostic, de proposer un projet de soins et de faire en sorte que la personne le suive. Tout ça ne se fait pas en une fois, il faut aller les voir tous les jours. Et il y a un monsieur que j'ai vu rencontrer 30 fois par exemple avant qu'il accepte de se faire soigner. Suivant le degré d'urgence de la pathologie, je vais orienter les gens plutôt vers MSL si ils n'ont pas de couverture sociale ou vers le centre de santé de la Beige s'ils en ont une. Sinon je vais aller directement dans les services d'urgence, principalement le CHR et le GHICL, mais je fais aussi, puisque je couvre 127 communes, les hôpitaux périphériques de Roubaix, Tourcoing, Seclin et Waterloo. Vous voyez, il y a du pus au niveau de l'ongle maintenant. Il n'y en avait pas avant. La semaine dernière, il n'y avait pas ça. Ça empire quand même. Hein. C'est bien le coup, bravo. Bon, moi je vous propose de vous emmener à MSL, comme on avait vu avec le médecin de là-bas. Vous seriez d'accord pour y aller ? Il n'y en a pas pour longtemps, il y en a pour 1 heure ou 2. Il faut que vous soyez vus, qu'on fasse la radio, la prise de sang. Après, on vous ramène ici sans problème. Et comme ça, vous avez votre traitement. On essaye justement de travailler avant que ce soit le stade de l'urgence, évidemment. Mais malheureusement, la population qu'on suit fait que les pathologies vont traîner, vont pas être prises en charge à temps ou vont être méconnues, volontairement ou pas. Ce qui fait qu'on les prend souvent très tard. Et donc malheureusement dans le cadre de l'urgence. Il faut savoir que pour pouvoir accéder à la médecine de ville, il faut que les personnes puissent avoir des droits ouverts et à jour. Donc c'est aussi notre travail à nous de faire le point sur les droits en cours des personnes, voir si elles peuvent prétendre aussi à des droits, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment pour les personnes étrangères, et après faire les démarches avec les personnes pour justement les ramener vers ce droit commun. Maintenant, on a nous ici au niveau du service de Saint-Vincent une permanence d'accès aux soins de santé qui a ce but-là, c'est-à-dire c'est permettre l'accès aux soins des personnes tout en essayant de remettre les personnes dans ce système de droit commun.
Le lien qu'on peut avoir avec MSL La Belge est très important parce qu'on a des conventions qui ont été signées entre ces deux structures, le GHICL et le CHR, pour justement permettre aux personnes de se faire soigner gratuitement. C'est-à-dire que c'est par le biais de cette convention que tous les soins sont pris en charge. Ça va prendre en charge des soins de consultation d'externes, des bilans. Par contre, les hospitalisations, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment que des consultations, des bilans ou des imageries médicales qui pourraient être demandées. Donc c'est important et c'est aussi important dans le cadre du lien que nous, on peut faire dans la prise en charge médicale. Nous, on a un service d'urgence, notamment ici. Donc les patients ne sont pas toujours hospitalisés et c'est important qu'on puisse aussi donner les informations médicales ou même sociales aux différents services. Parce que nous, là, le médecin va faire un courrier pour les médecins de la Belge, d'accord, ou de MSL, peu importe. Mais est-ce que on vous le donne directement à vous? On nous le donne et moi je dois... Oui, la belle-fille, elle va accompagner monsieur. 20 ans à la Belge, j'ai remarqué que déjà la population elle a toujours été en augmentation constante. 330 personnes la première année, 4500 l'année dernière. Donc on coordonne nos actions avec l'équipe éducative pluriprofessionnelle, avec les éducateurs, les assistantes sociales de la structure. Et on évoque des situations complexes pour réfléchir ensemble quelles sont les solutions les plus adaptées d'accompagnement qui se veut être un accompagnement global. La santé étant bien sûr un des facteurs importants, parce que comment se réinsérer, comment envisager de reprendre quelque part un logement, etc. Quand on a un état de santé tel, alors que ce soit à cause des pathologies psychiatriques, mais aussi des problématiques somatiques, qui n'est pas du tout pris en compte. Qu'est-ce qui te suit ici? C'est Yasmina. C'est Yasmina. Bon, on va reparler avec Yasmina, on va essayer de voir si on peut trouver quelque chose d'adapté pour toi. D'accord. Ça va être plus une maison relais pour toi, quelque chose comme ça. La maison relais, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que tu te rends comme ça? C'est mon coma, monsieur. Ah non, d'habitude tu te rends pas comme ça. Moi je suis tombé 3 semaines dans le coma. Oui, amnésie. Il y a déjà longtemps, mais... Traumatisme cérébelleux, c'est le cérébelleux qui a eu le choc. Ouais, tu vois, mais enfin, c'est pour ça que je tremble, c'est pour ça que je tremble. Les gens me disent, ouais, t'es un alcoolique, tu trembles comme ça et tout. Non, c'est parce que moi j'ai un traumatisme dans le cérébelleux, et là, ça coupe, hop, ça descend jusqu'en bas du corps. Ça, on a déjà fait des bilans. Voilà. Ouais, en ce moment, tu bois un peu plus d'alcool? Non, Pour des gens vraiment abîmés, une ordonnance ne suffit pas. Il faut les accompagner un peu chez le pharmacien, il faut les aider à prendre leur traitement et les aider un petit peu à intégrer des activités. Et ces gens-là s'épanouissent, vont bien et vont beaucoup mieux. Et c'est mieux pour tout le monde, pour eux en particulier, parce que ils ne demandent que ça, ils demandent à vivre heureux. Mais il y a un accompagnement spécifique à leur apporter et qui est loin d'être forcément plus coûteux que ce que coûte la médecine en général. Donc nous, on est très souvent dans du lien social et dans du travail de réseau, de coordination pour faire le lien avec un spécialiste vers qui on envoie, avec les urgences, avec l'hôpital, et dans les deux sens, parce que de plus en plus, nous aussi, les hôpitaux nous téléphonent pour avoir des nouvelles de gens qui leur sont adressés ou pour nous donner des nouvelles, pour assurer les liaisons. Et quand on se connaît, on fait beaucoup moins la patate chaude. Voilà, hein. Donc on va s'entraider et arriver plus facilement à des solutions ou à des débuts de solutions dans des cas complexes, plutôt que de faire la sourde oreille ou de se rejeter les responsabilités sur les uns et sur les autres, ce qui est assez facile mais très très improductif. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, docteur Maton, l'appareil. Je vous téléphone au sujet d'un patient qu'on vous adresse, mais qui risque d'arriver en début d'après-midi. C'est une personne qui est psychotique, qui a besoin d'une réintroduction des soins. Il est d'accord pour ça. Et donc, dans un deuxième temps, réadresser au CP2A pour une hospitalisation courte, de façon à réintroduire et rééquilibrer son traitement. Nous, on le reprendra après par la suite pour un suivi plus global et tout ce qui est relogement, etc. Pas quelqu'un de violent ou d'agressif. Ici, on garde les gens 3 jours, donc on répond aux besoins d'hospitalisation, mais on a aussi créé une plateforme où on va pouvoir faire intervenir dès le premier jour tous les gens qui gravitent autour des patients. On partage les informations sur la manière dont ils vivent, qui est-ce qui le soutient à l'extérieur. Très rapidement, nous, on se pose la question de qui on a besoin, qui est-ce qui peut nous donner des informations. Donc on va appeler Diogène, qui le connaît peut-être, qui a déjà été le voir. On va appeler la Belge ou les différents foyers dans lesquels ils peuvent être hébergés. On va prendre des informations auprès des éducateurs qui suivent ces patients. On va leur demander éventuellement de venir nous aider ici, de venir faire ce qu'on appelle une synthèse, c'est-à-dire essayer de réunir un maximum d'informations
en tout cas toutes celles qui nous permettront de créer la prise en charge la plus adaptée à la situation actuelle du patient. Donc on les appelle, on leur demande de venir et on coordonne la sortie avec eux, sachant qu'ils vont pouvoir nous assurer qu'ils seront en mesure d'héberger le patient ce soir, qu'ils vont être en mesure de lui donner ses traitements, qu'ils vont être aussi en mesure de se souvenir qu'ici c'est un lieu, un recours 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc on s'appuie aussi beaucoup sur le réseau pour qu'ils puissent donner cette information-là. Notre rôle dans le réseau, c'est être un recours comme ça et puis d'être capable de réinjecter rapidement une situation dans la cité avec les outils qu'on a et qui sont quand même assez nombreux. C'est les outils du secteur psychiatrique. Et le secteur psychiatrique, depuis toujours, historiquement, c'est toujours beaucoup tenu près des travailleurs sociaux, toujours. Donc là, c'est juste une tradition qui se modernise un peu, quoi. Chaque année, le réseau reçoit plus de 3000 nouveaux patients. Il ne pourrait remplir toutes ses missions sans les bénévoles. À MSL, Médecins Solidarité Lille, centre médico-social implanté à Lille-Moulin, les bénévoles sont plus d'une vingtaine. Médecins, internes des hôpitaux, chauffeurs, infirmières. Les infirmières qui viennent nous disent qu'elles découvrent un monde qu'elles ignoraient complètement. De savoir qu'il y a tas de gens qui n'ont pas de sécurité sociale, pas moyen d'avoir d'accès aux soins, parce que le discours public dit que tout le monde a accès aux soins. Or, il y a des périodes de la vie où on a des problèmes et on ne peut pas avoir accès aux soins pour X raisons. Tant que vous n'avez pas de sécurité sociale, venez toujours ici chez le médecin. Par contre, une urgence, si vous signez de partout, vous avez un accident en plein milieu de la route, vous ne vous posez pas la question, vous allez aux urgences. Et sinon, si c'est des autres soins, des pansements ou autres, c'est l'infirmière qui vous les fait ici. D'accord ? En 2010, MSL acquiert un bus médico-social grâce à l'appui des fondations familiales des entreprises du Nord-Pas-de-Calais. Ce bus permet d'étendre ses consultations dans les quartiers de la métropole lilloise ainsi que dans les camps de nomades. L'association Pédiatres du Monde intervient aussi dans ces opérations. À MSL, on avait énormément de gens du voyage en Rome qui venaient à MSL. On n'arrivait plus à répondre à toute la demande. Et on s'est dit, mais puisqu'on a le bus, on a les équipes médicales, est-ce que pour finir, on n'irait pas consulter directement auprès de leur terrain. Donc en arrivant dans le bus, ils sont accueillis par notre assistante sociale qui essaie de voir et d'ouvrir avec eux des droits à la sécurité sociale. Et après, nous, ceux qui n'ont pas de sécurité sociale, on les reçoit à côté, dans le cabinet médical, pour assurer les soins médicaux et la délivrance des médicaments et leur suivi médical. Secondairement aux difficultés pour eux de suivre des traitements médicaux, par manque de sécurité sociale. Donc on a régulièrement plus tôt, plus vite, des complications pour ceux qui ont des pathologies chroniques. Comme ils ne peuvent pas avoir un suivi régulier, les complications surviennent plus rapidement. Au niveau de la population rome, ce qui est très intéressant, c'est que par exemple, il y a un camp à Villeneuve-d'Ascq où on arrête d'aller parce qu'on s'est aperçu que notre travail et le travail de l'assistance sociale a fait que ces personnes ont fait leur démarche, les enfants sont scolarisés, ils ont été vaccinés par les écoles ou par nous, les personnes ont obtenu l'aide médicale d'État, ils n'ont plus besoin de nous. Donc il y a un camp, il y a suffisamment de personnes, il y a plus des 3/4 des personnes qui sont réintégrées, entre guillemets. Donc le petit quart qui reste, vient ici. Donc on a changé et à ce moment on change d'endroit et on va sur un autre camp. Et là c'est mission accomplie, quoi. Je viens vous voir, j'ai vu un petit peu avec les médecins. Oui. Pour voir un petit peu comment vous allez là ce matin. Pas trop. Pas de trop. Non. Vous êtes arrivé hier soir ? Oui. Ouais. Là, vous allez rester encore un petit peu avec nous. Vous devez encore voir un spécialiste tout à l'heure. Oui, d'accord. Voir un petit peu comment ça va. Mais pour l'instant, vous allez rester avec nous. D'accord ? J'ai vu que vous habitiez... votre adresse est à l'Armée du Salut. Oui. Est-ce que vous souhaitez que je les appelle pour prévenir que vous êtes arrivé ici ? Oui. Alors en fait, il y a deux choses. Si la personne nécessite des soins médicaux, l'hôpital a aussi vocation de répondre à la prise en charge médicale du patient. Mais une fois qu'il n'y a plus de nécessité de soins hospitaliers, mais qu'il y a une nécessité de soins post-hospitaliers, dans ces cas-là, en lien avec MSL, en exposant la situation, il peut y avoir une demande de l'IALT Soins Santé. Donc dans ces cas-là, le formulaire de demande est rempli par le médecin avec l'assistante sociale en apportant le plus d'informations possible, tant sur la situation sociale de la personne, administrative et surtout médicale, pour permettre une bonne prise en charge sur la structure où il pourrait être accueilli par la suite.
lits halte soins de santé sont des lits dans des foyers d'hébergement pour des patients qui n'ont pas d'hébergement et qui ont besoin de soins a priori plutôt pour de courtes durées, en général de moins de 2 mois. Et donc mon rôle de régulatrice, c'est de faire le lien entre des structures qui demandent un hébergement, comme par exemple des centres de santé, comme la Beige ou MSL, ou des hôpitaux, et des structures qui accueillent. Mon rôle au niveau de la régulation, c'est vraiment d'être un regard extérieur, neutre sur le dispositif. Et on essaye d'adapter ce qui est le plus judicieux pour tel patient, et en fonction des disponibilités dans les foyers, et en fonction des pathologies, si c'est adapté ou pas au dispositif. Vous faites ça tellement bien. Vous êtes un grand flatteur. Si vous le dites, c'est que c'est vrai alors. J'accueille ici donc 25 résidents, l'accueil est mixte. Nous avons 2 dispositifs différents, donc nous accueillons 10 personnes en lit halte soins santé et 15 personnes en lit d'accueil médicalisé. Alors les 2 dispositifs sont un petit peu différents mais se tiennent l'un et l'autre. Donc les lits d'accueil médicalisés ont été créés par l'État pour justement répondre à ce besoin de personnes beaucoup plus chronicisées dans leurs soins, dans leur parcours de vie. Et comme il n'y avait pas de solution pour eux d'hébergement adéquate, les lits d'accueil médicalisés ont été créés pour les accueillir. Donc là c'est un hébergement à long terme en vue de trouver une solution dans les sociaux de droit commun. Donc souvent les solutions c'est foyers d'accueil médicalisés, maisons d'accueil spécialisées, maisons de retraite. Le fait de reprendre une vie stable, avec un rythme journalier, ils nous remontent des capacités qu'ils ont et qui fait qu'après, on fait sortie famille d'accueil. Et la famille d'accueil, c'est une sortie en 6 mois. C'est qu'en leur faisant reprendre donc, un parcours de soins, un parcours social, un quotidien, on peut retrouver des solutions très satisfaisantes. Donc vraiment, il y a l'essence même du LAM, pour moi, qui est là. On ne mettra pas quelqu'un dehors parce qu'on ne trouve pas de solution pour lui. Le réseau Santé Solidarité Lille Métropole, c'est aussi des formations flash pour ses professionnels et ses bénévoles, un diplôme universitaire santé précarité, co-organisé avec Médecins du Monde, la faculté de médecine de Lille, le service des maladies infectieuses de Tourcoing, des intervisions santé précarité sur la gestion des cas complexes. Et il y a vraiment pas, c'est vraiment pas une question de mauvaise volonté. Je pense que ce monsieur, il est vraiment très inquiet, il a vraiment très peur, il a compris que il était tout seul, enfin il est seul au monde quoi. Aujourd'hui c'est un peu ça et qu'aujourd'hui il compte vachement sur l'équipe du G23 pour essayer de trouver quelque chose. Quand je lui explique, je sens que ça va quand même être très compliqué pour lui, même s'il va mieux physiquement, même si au niveau du traitement il le prend bien, etc. Aujourd'hui je suis persuadée que demain il se retrouve à la rue, il va pas s'en sortir, on va pas pouvoir maintenir le lien. Donc là je suis un peu venue pour... est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez des contacts? Dans le cadre du réseau, il y a quand même 3 outils à retenir qui sont les plus importants. La formation flash qui permet aux acteurs effectivement d'avoir une culture commune, de la créer. L'intervision qui permet d'avoir des regards différents sur les mêmes situations, à la fois dans un échange formel, celui de la rencontre, mais très souvent c'est l'occasion de s'identifier, se connaître, se reconnaître pour pouvoir continuer à échanger, savoir se téléphoner, savoir identifier dans chaque structure auprès de chaque partenaire adhérent au réseau, celui ou celle qui pourra à un moment donné être un appui sur le règlement d'une situation. Et puis il y a son pilotage qui est très particulier puisqu'on y retrouve à la fois les acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Dans le COPIL, ce qui est assez formidable, c'est de constater que les membres viennent d'horizons et de structures professionnelles très différentes, qui ont pu être parfois sur certains sujets en opposition, mais que sur les objectifs du réseau, on arrive toujours à se retrouver et à coordonner une action commune. On a chacun nos spécificités et en les mettant toutes ensemble, regroupées autour d'un même problème ou d'un même patient, on arrive à faire beaucoup plus que chacun dans son coin. Et ça a changé beaucoup de choses. D'ailleurs, l'expérience nous montre que des personnes qui, même hier, étaient allongées à longueur de journée dans un état d'incurie, d'ivresse totale, etc., pour certaines d'entre elles, aujourd'hui, elles sont tout à fait dans une autre vie, dans une vie positive. Donc nous, on est vraiment convaincus qu'apporter une réponse santé et travailler en réseau, en coordination, ça permet vraiment, je vais aller un peu fort, de sauver des vies. Ça m'est arrivé d'avoir des retours de patients il y a 15 jours d'une jeune qu'on a pris en charge justement dans le réseau qui était connue de tous, de la Beige, de la MSL, de la CMAO, de nous.
qui était à la rue, qui a une maladie de naissance qui la rend handicapée, qui est en fauteuil, que j'ai croisé dans le métro en rentrant et qui m'a dit voilà, au final j'ai trouvé un logement, je vais bientôt récupérer ma petite fille et grâce à vous et grâce au réseau on y est arrivé. Et là on se dit même s'il y avait eu des échecs dans sa prise en charge, ça fait aussi plaisir de voir qu'on arrive quand même dans certains cas à faire évoluer les situations et les faire évoluer positivement. Donc ça arrive et il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est bien.